Le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de faire le lien entre les caractéristiques biologiques de la plante et les recommandations pour sa culture sous nos conditions climatiques. Je vais vous présenter rapidement les différents thèmes qu'on va aborder lors de la présentation. D'abord, on va parler de l'origine de l'espèce et un peu de son historique, de botanique et climat, du cycle de production et de maturité. On va avoir ensuite un bon bloc de 8 slides de 8 diapos, excusez-moi, sur les semences, la germination et l'émergence. Ensuite, on va parler des densités de semis, de la croissance en cours de saison. Et puis ensuite, c'est Ève qui va reprendre la relève pour la suite. Et elle va Pardon, vous parler. Pardon? pardon Mario, on indique dans le clavardage qu'on ne voit pas que ce n'est pas tout le monde qui voit ton PowerPoint. Peut-être arrêter le partage puis le recommencer, s'il te plaît. Monsieur Leblanc, votre micro est désactivé. OK. Vous devriez m'entendre. OK. Oui, on t'entend. Pourquoi il s'est effacé? Tantôt, est-ce que ça a fonctionné pour le partage? Attendez, je Oui, regarde la on vient juste de le perdre, le partage, mais on le voyait bien tout à l'heure. Bon, OK. Normalement, il devrait être encore là. Je vais juste refermer cette fenêtre-là. Je vais renvoyer cette fenêtre-là en bas. Bon, normalement, vous devriez l'avoir, ma présentation. Moi, je la vois. Est-ce que quelqu'un d'autre la voit dans les participants, s'il vous plaît? Oui, ça va. Oui, on la voit. Moi aussi, je le vois. OK. Parfait. On va continuer où est-ce qu'on en était. Oui, je disais que, bon, pour la dernière partie, les derniers thèmes de la présentation, c'est ma collègue Ève qui va prendre la relève. Elle va parler des types de sol et de la préparation, du désherbage, de la fertilisation et quelques mots sur la récolte. Et comme conclusion, bien, on va vous présenter les éléments clés pour la réussite de la production. L'origine de l'espèce et l'historique. Bon, la carotte, elle existe à l'état sauvage. Et il y a une grande diversité génétique. C'est une culture qui est originaire d'Europe et d'Asie, mais on pense qu'elle origine plus principalement du centre de l'Asie, compte tenu que c'est dans cette région-là qu'il y a le plus de biodiversité au niveau de l'espèce. Puis maintenant, ben, c'est une espèce qui est présente partout. Elle s'est répandue avec les grandes migrations humaines. Puis maintenant, bon, on la retrouve au Québec comme une espèce de mauvaise herbe. On connaît l'être humain est en relation avec la carotte depuis fort longtemps, là, depuis plusieurs millénaires.
Au départ, on utilisait la plante, les semences et les feuilles de la plante pour un usage culinaire, et puis les racines aussi parfois pour un usage médical. Mais dans ces temps-là, bien entendu, c'était récolté sur les plantes sauvages, ce n'était pas cultivé. Les premières mentions de carottes cultivées, ça date du 10e siècle en Iran et en Afghanistan. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ce temps-là, c'était surtout des carottes violettes et parfois jaunes. Ensuite, la culture s'est propagée dans toute l'Europe et l'Asie. Et puis, les carottes oranges, comme on les connaît aujourd'hui, disons, sont apparues au 16e siècle seulement. Ce seraient les Danois et les Hollandais qui l'auraient développé. Sauf que c'est un peu spécial, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi finalement c'est la carotte orange qui est ressortie, compte tenu qu'auparavant c'était d'autres couleurs qui étaient là. Donc ça reste un petit peu des mystères des fois dans des cas comme ceux-là. Les premiers hybrides sont arrivés dans les années 70, puis ça a permis des gains, beaucoup de gains au niveau de l'amélioration génétique de l'espèce pour sa culture. Et puis, on a tous vu aussi en 2000 le retour des fameuses carottes de couleur. Je vais vous montrer ici rapidement ce que ça a l'air les carottes sauvages, telles qu'on pourrait les récolter à l'état sauvage ici au Québec. C'est vraiment des racines qui sont beaucoup fines, fourchues, très fibreuses et amères. À ce qui paraît, ça se consomme, mais je pense que ça prend des gens qui aiment beaucoup les fibres. Ici, on va passer rapidement. Il y a quelques diapos que je vais passer rapidement. Là, on avait mesuré le temps que ça nous prenait. Puis on s'est aperçu que ça prenait peut-être un petit peu trop de temps. Donc, vous allez voir les choses que j'ai jugées un petit peu moins importantes. Je vais passer un peu plus rapidement pour insister sur celles qui sont davantage à retenir. Il n'y a rien qui va vous empêcher, compte tenu que ça va être enregistré, mais il n'y a rien qui va vous empêcher par la suite d'aller revoir ces diapos-là. Il y a une grande classification historique qui avait été faite basée sur les formes des carottes et les usages, sauf que cette classification-là est peu utilisée aujourd'hui. De façon générale, les types dont on entend qui sont le plus cultivés dans le monde présentement, c'est le type impérator et le type nantais. Au point de vue de la botanique, la carotte, c'est une plante bisannuelle de climat frais. La première année, elle fait un feuillage et elle met toute son énergie pour faire des réserves dans sa racine. Ensuite, il arrive un hiver et il y a un phénomène de vernalisation qui appelle. Donc, la plante reçoit le signal comme quoi la prochaine saison il va falloir qu'elle produise ses inflorescences. Et puis, justement, en deuxième année, c'est ça qui se passe. La plante remet quelques feuilles, puis là, elle fleurit, et puis elle va émettre ses semences. Et ça m'amène à parler d'un premier problème qui peut survenir dans la production de la carotte, et c'est la montaison prématurée. C'est un problème qui survient lorsqu'on a des semis de carottes très hâtifs. Et, pardon? OK. Et ça arrive lorsque les jeunes plants ils traversent une longue période de froid continu. Ce qui se passe dans ce cas-là, au fond, c'est que le petit plant de carotte, il interprète la période de froid comme si c'était un hiver. Ce problème-là est quand même peu fréquent au Québec. Et puis, la façon de le prévenir, c'est quand on fait des semi-hâtifs, c'est de prendre des variétés qui sont davantage tolérantes à ce problème-là. On va parler brièvement maintenant du cycle de culture sous les conditions du Québec. Normalement, pour la carotte d'entreposage, les semis sont faits en mai-juin et les récoltes ont lieu autour du mois d'octobre. Pour ce qui est des carottes d'été, qui ont des cycles un peu plus courts, normalement, ça va être des semis qui vont être faits de manière échelonnée durant la saison, de manière justement à être capable d'approvisionner les marchés de façon continue. Quelques mots sur la maturité. Dans le cas de la carotte, on ne parle pas vraiment de maturité physiologique comme telle, dans le sens où quand même des carottes sont rendues d'une bonne grosseur, elles vont quand même toujours continuer à grossir. Au fond, la plante continue à prioriser la production de ses réserves en prévision de l'année suivante. Le nombre de jours qu'on retrouve dans les catalogues de semences, ça correspond au temps nécessaire pour atteindre un calibre acceptable pour le marché visé.
Du côté des carottes nantaises, cependant, on peut se fier aussi à ce qu'on appelle le boutage. Les carottes nantaises ont la caractéristique de faire un bourron quand ils sont proches de la maturité. C'est différent des carottes impérators qui, elles, vont garder plus leur forme pointue. Il y a quand même des cas où il pourrait y avoir une certaine surmaturité survenir au niveau de certaines variétés assez courtes qu'on produit durant l'été. Et puis, dans ces cas-là, ce que ça fait, ça serait l'épiderme des carottes qui deviendrait plus rugueuse. Bien entendu aussi, on n'a pas avantage d'habitude, quand les carottes sont d'une bonne grosseur, on n'a pas avantage à trop retarder les récoltes parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir une certaine proportion de carottes trop grosses. Je vais vous parler maintenant des caractéristiques de la semence de carotte. D'abord, les semences de carotte, ils sont très petites, allongées et aplaties. Ce qui en fait des cultures qui ne sont pas très pratiques à utiliser au niveau des semoirs. Il y a présence d'épines lorsqu'on les ramasse sur les inflorescences. Ces épines-là sont molles, donc c'est facile de les enlever lors de la préparation des semences. Les semences sont de grosseur très variable, de 500 à plus de 1000 graines par gramme. Et ça va varier selon les variétés. Mais aussi, ça va varier pour chaque lot de semences d'une même variété. Donc, il y a une grande variabilité au niveau de la taille des semences. Les autres éléments aussi importants à considérer pour la carotte, c'est que l'embryon dans la semence, il est très petit par rapport au volume total de la semence. Puis ça fait en sorte que c'est une espèce qui va être lente à germer. L'embryon, il doit finalement compléter son développement avant que finalement la petite racine puisse émerger puis qu'on puisse avoir l'émergence comme telle, la germination comme telle. En plus aussi, cet embryon-là, sa taille varie d'une semence à l'autre. Et puis ça fait en sorte qu'on va avoir une germination qui va être étalée dans le temps. Je ne rentrerai pas dans les détails pour expliquer un peu pourquoi ça se passe comme ça dans la carotte. Je dirais simplement que cette grande variabilité-là est liée aux conditions de croissance pendant la floraison dans les champs de production de semences. C'est sûr que les semenciers ils vont tout mettre en œuvre pour réduire le plus possible cette variabilité-là. Mais je pense que ça fait partie des caractéristiques de la carotte, donc on n'a pas le choix quand même de vivre avec, comme on dit. Au niveau des températures pour la germination, l'optimal, c'est 20 à 24 degrés Celsius. Bien entendu, plus les températures sont basses, plus la germination va être lente aussi. Et puis, ce qui est important de retenir aussi, c'est que plus aussi l'émergence va être étalée. Et ça, on va le revoir plus loin. Une émergence étalée, c'est pas l'idéal dans le cas de la carotte. C'est bien entendu que toutes les techniques modernes de traitement et de préparation des semences, ça va être utile dans la carotte. D'une part, compte tenu que c'est des semences qui sont de taille de forme et de taille très variée, donc tout ce qui est des techniques de calibrage, enrobage, etc., ça va être utile dans le cas de cette culture-là. Et la pré-germination aussi, ça va être utile pour favoriser une émergence plus rapide et uniforme. Je dirais que le principal désavantage des semences pré-germées, bien, c'est qu'elles vont avoir une durée de vie écourtée. Je vais vous parler maintenant des différentes étapes là, en lien avec le démarrage des plantules de carottes. La première étape, bien entendu, c'est la germination. Donc, à partir du moment où on met la petite semence dans le sol, elle va boire l'eau du sol et puis ensuite, il va y avoir la petite radicule qui va émerger de la semence. Ça, c'est vraiment l'étape de germination comme telle. Par la suite, bien, il va y avoir la première racine qui va s'installer. Ensuite, les tiges vont commencer à pousser. Ils vont pousser vers le haut de manière à faire émerger du sol les cotylédons.
Et puis, bien entendu, une fois que les cotylédons sont bien étalés et qu'ils sont verts, bien là, à ce moment-là débute la vraie période de croissance comme telle. L'eau joue des rôles importants, très importants durant ces phases-là. D'abord, bien, au niveau de l'imbibition de la semence, qui est essentielle pour faire germer la semence. Et ensuite, pour l'allongement des cellulaires ici, des hypocotyles, pour lui permettre d'émerger du sol. Et un autre point aussi qu'on oublie parfois, bien, ça va aussi être utile, l'humidité du sol, pour ameublir le sol, parce qu'on sait qu'un sol durci, ça cause aussi des difficultés au niveau de la pénétration de la racine. Je vous présente ici un petit peu comment ça évolue l'énergie au niveau de notre petit plan qui est en train de s'établir. Le graphique ici, ça présente le poids sec de ces petits plans-là, et puis qui est mis en comparaison avec le temps après le semis. Puis ce qu'on voit, c'est qu'au début, la petite plantule, son poids augmente parce qu'elle utilise les réserves de la semence. Et puis, plus tard, une fois qu'elle est émergée du sol, bien là, à ce moment-là, bien entendu, la photosynthèse débute. Puis là, elle fabrique elle-même sa propre matière sèche, si on veut. Et puis, ce qui fait qu'elle va s'établir comme il faut. Ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est qu'entre les deux, durant la fin de la période d'émergence et la croissance comme telle, il y a une période où la petite plantule, elle n'a plus rien. Là. Elle a fini de boire toutes les réserves qu'il y avait dans la semence. Et puis, elle n'a pas commencé sa photosynthèse. Donc, c'est aussi une période qui peut être critique pour certains éléments de la régie. Les principaux problèmes qu'on peut rencontrer, bon, d'abord, c'est le manque d'eau. Et un peu comme j'ai mentionné tantôt, le stade critique, c'est vraiment l'émergence de la réticule. Cet été, avec toutes les périodes de chaleur qu'on a eues, les mortalités, c'est pas mal à ce stade-là qu'elles sont arrivées. C'est sûr que l'idéal pour prévenir ça, c'est d'avoir été capable de mettre une bonne irrigation au moment du semis. Je vous dirais même dans certains cas, un peu avant, même avant de préparer le sol, c'est souvent encore mieux. Les semis trop profonds aussi, bien entendu, sont à éviter parce qu'à ce moment-là, la petite semence va épuiser ses réserves à essayer de rejoindre la surface. Les sols qui ont tendance à faire du croûtage, ça va être un peu la même problématique aussi, parce que le croûtage, ça devient à ce moment-là une couche dure ici en surface qui va encore une fois empêcher les plantes de sortir du sol. Au niveau des solutions, c'est normalement, lorsqu'un sol est croûté, c'est des petites irrigations fréquentes qui vont permettre à ce moment-là de garder molle ici la couche de sol au-dessus du petit plant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce qui peut être utilisé, c'est un agrotextile pour les petites superficies. Ça peut être intéressant. On sait que le croûtage du sol, c'est souvent lié à des puits forts qui vont à ce moment-là masser la surface du sol. Puis c'est ça qui va faire en sorte par la suite que ça va durcir. L'agrotextile, à ce moment-là, il va comme amortir les gouttes de pluie. Ce qui fait que l'eau va pénétrer plus lentement, puis ce qui fait que la surface du sol va rester beaucoup plus meuble. Et ça va permettre à ce moment-là de manger plus facilement. Bon, les excès d'eau aussi peuvent intervenir là aussi, mais ça, on va en reparler plus loin dans la section sur la croissance. D'autres problèmes qui peuvent survenir aussi au début de l'implantation, par temps ensoleillé, très chaud, sec et sans vent. C'est les insolations. À ce moment-là, la température surface peut monter et puis atteindre un niveau très élevé, 55 et des fois même jusqu'à 65 degrés Celsius, ce qui fait en sorte à ce moment-là que les jeunes tissus à la base des plants sont tout simplement cuits par la chaleur. Puis bien entendu, ces plants-là, ils vont mourir par la suite. L'irrigation, c'est bien certain, ça va aider à ce moment-là, parce que ça va permettre de refroidir le sol. Et puis, il y a aussi les plantes abris, les céréales qu'on peut semer aussi là, un peu avant, à peu près au même moment qu'on sème les cultures. Ces céréales-là, en s'implantant, ils vont créer de l'ombre sur le sol, ce qui va faire en sorte que ça va le refroidir. Et puis, aussi, du fait qu'ils transpirent aussi ces plantes abris-là, ils vont contribuer à refroidir l'air à la surface du sol. Les autres dommages qui peuvent survenir, c'est ceux causés par le vent.
Le premier type de dommage causé par le vent, c'est l'abrasion par les particules de sol. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les particules de sol sont entraînées à une grande vitesse, puis ils vont frapper la base des tiges. Puis là, bien, si ça frappe suffisamment fort, bien, ça peut créer des meurtrissures ici, qui, encore une fois, peuvent causer la mort des plantules. L'autre dommage en lien avec les vents, c'est l'érosion aérienne. Là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les jeunes semis vont être soit déterrés, soit enterrés par les déplacements de sol. Au niveau des solutions, là aussi, c'est l'irrigation qui va permettre à ce moment-là de maintenir le sol en place. Et l'utilisation aussi, encore une fois, des plantes abris qui vont à ce moment-là servir justement de brise-vent à la surface du sol pour le garder en place. On va parler maintenant de la profondeur des semis. La profondeur des semis, comme on le sait, c'est un compromis pour le besoin en eau requis pour la germination et la croissance de la radicule. Et puis, l'utilisation d'un minimum d'énergie pour la petite plantule pour émerger du sol par la suite. Les agriculteurs, en termes des agriculteurs, normalement, ils devraient tenir compte, devraient bien connaître leur sol pour être capable de décider justement la profondeur de semis. Ils devraient bien connaître leur sol. Et puis, ils devraient également toujours tenir compte de l'humidité du sol actuel et des prévisions météo à venir. Les recommandations habituelles, c'est 5 à 10 mm pour la profondeur de semis. Bien entendu, c'est un peu plus profond lorsqu'on est dans des conditions séchantes. Puis dans le cas de semences enrobées, bien là aussi, il faut aller un petit peu plus profondément parce que là, il faut être sûr que l'humidité du sol va permettre de ramollir finalement la couche d'argile qui entoure les semences. Bien entendu, bien, ça va être très important d'avoir un semis uniforme dans nos champs de carottes, de profondeur uniforme dans nos champs de carottes. La rapidité et l'uniformité de l'émergence, c'est un point extrêmement important pour la carotte. Ça a une forte influence sur le rendement final de la culture. Il y a des études qui ont montré là, que 80% de la variabilité des calibres de carottes au moment de la récolte est attribuable à la date d'émergence. Ce qui se passe au fond, c'est que toutes les petites plantules qui germent en retard, ils vont donner des plants plus petits, et puis au moment de la récolte, là aussi, là, ils n'auront pas eu le temps de grossir suffisamment, ce qui va donner des racines plus petites. Il pourrait y avoir un certain rattrapage qui est fait dans certains cas, mais ça prend vraiment des semis qui sont pas très denses, et puis ça prend des bonnes conditions de croissance aussi. C'est bien entendu que pour obtenir une émergence uniforme, bien, tout est important finalement. C'est sûr que ça va nous prendre des semences de qualité. Il va falloir faire une très bonne préparation du sol et faire une bonne qualité de semis aussi. Bien entendu, les semis trop hâtifs vont être à éviter parce que souvent, les conditions ne sont pas toujours idéales au printemps pour obtenir des bonnes préparations. Et puis, bien entendu, c'est à cause des températures plus basses, l'émergence risque d'être plus étalée. Maintenant, je vais vous parler un peu des réactions de la carotte, comment la carotte se comporte lorsqu'on a des populations élevées. La carotte, c'est un peu spécial parce que contrairement à bien d'autres légumes racines, on peut faire augmenter la densité là, de façon très, très importante, puis on va quasiment tout le temps avoir des gains de rendement. Si on regarde, on peut monter jusqu'à plusieurs milliers de plants par mètre carré, alors que ce qu'on a comme densité habituelle dans nos champs présentement, c'est autour de 100 à 200 plants par mètre carré. Ça, cette situation-là, c'est relié au fait que la carotte s'adapte d'une certaine façon aux densités élevées. Ce qu'elle fait à ce moment-là, elle continue quand même de produire une bonne quantité de feuillage, donc il va lui permettre de faire de la photosynthèse, mais elle va faire des pétioles plus courts. Donc, elle va continuer à être capable de produire quand même une bonne quantité de racines, même si elle est en densité élevée. L'autre aussi facteur qui explique un peu ce bon comportement des carottes à quantité élevée, c'est que à cause de la façon dont les feuilles sont faites, ils vont s'encroiser. Les plantes des plants adjacents vont s'encroiser facilement les unes avec les autres, ce qui fait qu'il va y avoir un bon partage de la lumière entre les différents plants. Mais ça, bien entendu, ça fait en sorte que la compétition entre les plants, c'est davantage relié au partage de l'eau et des nutriments dans le sol comme tel qu'un partage de la lumière.
Je dirais que ça a conséquence pratico-pratique que nos densités de plantation qu'on décide de mettre dans les champs, ça ne sera pas nécessairement relié à l'atteinte de rendement potentiel. Ça va être plus relié au risque de développement des maladies foliaires, parce qu'on sait que les carottes sont quand même sensibles aux maladies foliaires. Et puis aussi, ça laisse aussi une marge de manœuvre pour ajuster les espacements en fonction de nos équipements qu'on a disponibles pour effectuer les opérations culturelles. Ici, je vais passer quand même assez rapidement. C'est les densités recommandées, standards, je vous dirais, en fonction des différents types de carottes. Puis ça, cette information-là est disponible dans plusieurs références. Ça, vous pourrez les consulter. Puis comme je disais tantôt, si vous voulez revenir à la présentation, vous pourrez les revoir plus en détail. La distribution des plants sur le rang, c'est quelque chose qui a un impact majeur aussi sur le développement des carottes. Bon, d'une part, ça va influencer la compétition pour l'eau et les nutriments, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis ça va aussi influencer la qualité, parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir des déformations par contact et déplacement latéral. Je vous ai illustré ici là, une espèce de rang qui serait fait avec un semoir qui ne serait pas de précision. Et puis, les petits astérix ici, ça représente au fond l'endroit où était la semence au départ et où s'est enfoncé finalement le pivot, la racine principale de la carotte. Et puis, le rond côté, c'est un peu la position finale de la carotte rendue à maturité. Puis, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, c'est bien entendu que les carottes vont se toucher de façon importante. Puis là, ça va avoir tendance à faire des carottes moins belles parce qu'il va y avoir des côtés aplatis sur certaines carottes. Et puis le fait aussi que les carottes à la fin sont désaxées par rapport au pivot au départ, ça va avoir tendance à faire des carottes croches. Là, c'est bien entendu. Si on regarde maintenant avec un semis, disons, qui serait idéal avec un semoir de précision, on voit que chaque carotte a pleinement d'espace pour compléter son développement sans problème. Je vais vous parler maintenant des phases de la croissance. Au début, il y a la phase qu'on appelle l'enfoncement du pivot. À ce moment-là, la carotte met toute son énergie pour que sa racine principale descende le plus rapidement possible et le plus loin possible en profondeur. Cette phase-là dure normalement autour de 4 semaines. Et puis, la croissance des racines durant cette période-là peut être très rapide. Ça peut aller de 8 à 10 mm par jour durant cette période-là. La seconde phase de croissance, c'est celle de ce que je pourrais appeler de développement du feuillage, où là, bien entendu, la plante elle va produire un maximum, elle va essayer de produire un maximum de feuilles. C'est intéressant de noter aussi qu'il n'y a pas le grossissement de la carotte ne s'opère pas tout de suite au début. Ça prend un certain temps avec le grossissement de la carotte s'amorce et habituellement, c'est autour de 45 jours après de semis que ça prend. Et la dernière phase, bien entendu, c'est le grossissement de la carotte comme tel. Au début, ce grossissement-là est lent. Il s'accélère au milieu. Puis une fois que les carottes sont rendues à une bonne taille, il va se ralentir ensuite. Au niveau des conditions de température optimale pour la croissance, c'est autour de 15 à 21 degrés Celsius. Mais l'idéal, c'est quand ils ont une alternance jour-nuit, des nuits fraîches, 10-15 degrés Celsius, et des jours chauds, 18 à 24. C'est vraiment l'idéal pour la croissance de la carotte et la qualité des racines. Les températures au-dessus de 28 degrés, c'est toujours néfaste. Bon, la croissance des plants est ralentie, puis même la qualité des racines dans certains cas peut être affectée. Comme la carotte, comme on l'a dit au début, c'est une plante de climat relativement frais, mais elle va quand même relativement bien tolérer les gels au niveau de son feuillage. Les besoins en eau pour ce qui est de la croissance, en pratique, les essais qui ont été faits, c'est que le maximum de potentiel de rendement avec la carotte, ça serait avec un sol qui resterait constamment humide. Sauf que, compte tenu qu'elle a quand même un très, très beau pivot qui va en profondeur, elle va quand même être relativement tolérante à la sécheresse. Les strates critiques en ce qui a trait au manque d'eau, c'est de l'émergence
jusqu'à l'enfoncement du pivot en profondeur, comme on en avait parlé tantôt. Puis l'autre stade aussi qui va être important, c'est le grossissement des racines, surtout si la densité des carottes est élevée. Les effets du manque d'eau, bien entendu, ça va être une baisse de rendement, mais aussi il va y avoir une perte au niveau de la qualité. Ce que ça fait la plupart du temps, ça fait des carottes plus ridées et moins lisses. C'est sûr que pour la mise en marché, c'est d'avoir des belles carottes lisses qui est l'idéal. L'autre problème qui peut survenir aussi, c'est les formes de croissance. Et ça arrive habituellement quand on a un passage rapide de conditions sèches à humides durant la saison. Ce n'est pas tous les plants qui vont être affectés, mais dans certains cas, ça peut être quand même des pertes relativement importantes. L'irrigation, bien entendu, ça va toujours être l'uniformité de l'irrigation, ça va toujours être un aspect très important pour les carottes. Et puis, bien entendu, si on est capable d'utiliser des outils de mesure comme les tensiomètres, bien, ça va toujours être intéressant pour être sûr justement d'émettre les bonnes quantités sans excès. Maintenant, au niveau des effets d'excès d'eau. Mais les effets d'excès d'eau dans la carotte, ça a vraiment un impact majeur sur le rendement et la qualité. Ça va produire des racines plus courtes et moins lourdes. Et ça, je vais vous représenter ça un petit peu plus précisément avec la prochaine diapo. Et ça va faire aussi en sorte d'augmenter la quantité de carottes fourchues et difformes. Ce qui se passe au fond, c'est que les excès d'eau, dans bien des cas, ça va tuer notre pivot, notre racine principale. Et puis, il y a aussi, ça va favoriser les maladies du sol qui vont, eux autres aussi, dans bien des cas, tuer notre pivot. Puis, un plant de carotte qui perd son pivot, à ce moment-là, il réagit toujours en produisant des racines latérales. Puis c'est justement le développement de ces racines latérales qui nous donne par la suite des carottes fourchues et difformes. Si l'excès d'eau se produit après le grossissement de la racine comme telle, il va là aussi avoir quand même des effets négatifs sur la croissance et bien souvent aussi sur la qualité. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, votre belle carotte va avoir quand même tendance aussi à réémettre des espèces de racines secondaires. Dans les pires cas d'excès d'eau, bien entendu, il peut y avoir même une pourriture de la pointe de la racine. En résumé, justement, en ce qui concerne les excès d'eau, justement, dans le cas de la carotte, c'est pas mal. Les excès d'eau sont pas mal plus dommageables sur le rendement que les manques. OK. Alors, je vais essayer de vous présenter ça le plus clairement possible. Si c'est des essais qui ont été réalisés, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont semé des carottes. Et puis, 6 jours après le semis, autrement dit, pendant à ce moment-là, l'implantation de la première racine là, issue de la semence, ils ont exposé justement, ils ont saturé les sols en eau pendant différentes périodes. Puis par la suite, ce qu'ils ont fait, ils ont attendu à la récolte, puis là, ils ont regardé qu'est-ce que ça avait fait comme effet, comme donné effet sur le rendement. Et puis, ils se sont aperçus qu'après seulement 12 heures de saturation en eau, à ce stade-là, il y avait déjà une énorme différence au moment de la récolte dans la longueur et dans le poids des carottes. Ça veut dire que nos racines de carottes, ils sont vraiment, les carottes réagissent vraiment pas bien à tout ce qui est excès d'eau. Moi, je pense que la façon d'interpréter, c'est quand il y a trop d'eau, il n'y a pas d'oxygène. Puis quand il n'y a pas d'oxygène, le développement de la racine est fortement affecté. Donc là, je vais céder la parole à Ève qui va poursuivre. Bonjour. Donc, on va commencer à aborder ensemble les questions de type et de préparation du sol. Bon, tout d'abord, comme Mario nous l'a déjà bien exposé, la carotte demande un sol meuble pour bien avoir un bon pivot, un bon développement du pivot, un sol profond aussi et très bien drainé. Les meilleurs choix, c'est les sables, les laumes sableux, les laumes avec une belle structure très importante, les terres noires. Il faut que tout ça soit sans pierre, sans motte ou sans débris grossiers qui pourraient poser obstacle au développement du pivot. Ce qui est à éviter, c'est les sols qui présentent des risques de battance. Ça peut nuire à l'émergence de la carotte. Aussi, les sols argileux.
Un taux élevé de matière organique est souhaitable. Ça procure premièrement un bon maintien de la structure qui est super important pour le développement du pivot toujours. Et aussi, ça procure une bonne rétention de l'eau et des nutriments. Par contre, il faut faire attention parce qu'une activité microbienne intense peut nuire au développement du pivot. Donc, il faut faire attention aux apports de matière organique qui doivent être bien décomposés. Par exemple, un compost qui serait appliqué avant l'année de la carotte doit être bien décomposé. La carotte nécessite un précédent cultural qui laisse peu de résidus grossiers. Et les applications ou les incorporations de résidus ou de matière organique doivent être faites idéalement à l'automne précédent et non au printemps. Mario, le contrôle n'a pas fonctionné. Je vais devoir te demander de changer de diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, on va regarder ensemble ce qu'est un profil de sol idéal pour l'obtention de carottes de qualité. Ça commence avec un lit de semences de terre très meuble qui est mince et qui est déposé sur une couche de terre fine, elle également, mais rappuyée, donc légèrement plus compacte. C'est important pour assurer un bon contact entre la semence et le sol. Et la terre fine rappuyée va aussi favoriser la remontée capillaire de l'eau. Donc, c'est vraiment très important. Cette zone-là là, qui inclut le lit de semences et la terre fine rappuyée, on vise environ un 4 cm maximum de profondeur. Là, on me dit qu'on ne voit plus la présentation. Est-ce que c'est bien le cas? D'accord. Donc, je comprends qu'on voit la présentation. Non, on la voit. OK, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Merci pour vos réponses. Donc, sous cette couche d'environ 4 cm, on va retrouver bien entendu la zone de labour. Là, on vise un 25 à 30 cm. Et à l'intérieur de incluse dans cette zone de labour-là, il y a une zone de terre retravaillée. Ce qu'on vise, c'est une très bonne porosité et une structure homogène sur une profondeur d'environ 20 à 22 cm. Ce qu'on veut pour cette couche-là, là, poreuse et homogène, l'homogénéité est super importante parce que s'il y a des différences de profil, de structure dans ce profil-là, il pourrait y avoir des déformations de la carotte. Et la porosité vise encore une fois à assurer un bon développement du pivot, ensuite de la carotte. Et la profondeur de la zone superficielle est importante elle aussi. Si on dépasse le 4 cm, si elle est trop profonde, il pourrait y avoir des déformations de la carotte dans le haut de la carotte près du col. Mario, peux-tu changer de diapo, s'il te plaît? Donc, la carotte est très sensible à la compaction. L'image suivante, là, qui est divisée en deux finalement, là, présente les impacts d'une compaction artificielle, donc une compaction qui a été induite en terre noire, sur la longueur de la carotte à 16 jours après le semis, puis ensuite à 78 jours après le semis. Donc, dans la partie à la gauche de votre écran, 16 jours après le semis, il y avait 3 niveaux de compaction, donc 0,5 bar, 1,5 bar et 2,3 bar. Ce qu'on voit là, c'est que l'image de gauche, la plantule de gauche à 0,5 bar, la racine, le pivot est beaucoup plus long et beaucoup plus droit et ça diminue et aussi la longueur diminue et les racines sont moins droites, plus la compaction augmente. Dans la partie de droite de votre écran, donc les histogrammes avec des barres vertes, ce que ça présente, c'est la répartition des longueurs de carottes à 78 jours après le semis. Donc, on a classé les carottes là, en pourcentage. On voit le pourcentage qui appartenait à chaque classe. L'échelle va de 2 à 20 cm. Donc, la partie du haut présente les résultats pour les carottes qui ont poussé à 2,2 bars de compaction. Donc, on voit que la répartition des longueurs est plutôt dans la partie gauche de l'écran. Donc, pour des carottes plus courtes, ça s'améliore à 1,5 bar. On voit déjà un décalage vers la droite. Et à 0,5 bar, on voit une répartition qui est beaucoup plus là, dans les 8, 10, 12 jusqu'à 20 cm de longueur. Donc, ça améliore vraiment beaucoup la longueur de la racine des carottes.
on peut changer de diapo. Pour ce qui est pour poursuivre avec la préparation du sol, la culture sur billon ou en planche surélevée est recommandée. Ça accroît l'épaisseur du sol meuble, donc pour avoir un bon développement de la racine. Et aussi, ça dirige les excès d'eau vers les entre-rangs. Ça assure un bon ressuyage rapide sur le rang en cas d'excès d'eau. C'est vraiment obligatoire, très recommandé pour les sols argileux ou dont le drainage est imparfait. Les désavantages avec les billons, par contre, c'est qu'il y a besoin de renchaussage pour couvrir les collets. On voit à gauche là, une illustration de billon, puis à droite, c'était une illustration de planche qui comporte plusieurs rangs. Pour ce qui est du désherbage maintenant, bon, la carotte, c'est une culture qui... Merci. La carotte, c'est une culture qui prend du temps à se développer à l'émergence et en début de croissance. Donc, les premières semaines favorisent l'établissement des mauvaises herbes. Les premières semaines sont donc critiques pour le désherbage. En production biologique, où c'est plus critique, c'est important de choisir des champs propres. Et aussi, le faux semis peut être intéressant. Par contre, il faut faire attention parce que puisqu'il y a un délai entre le moment où le sol est préparé et où la carotte va être effectivement semée 7, 10, 14 jours plus tard, il peut y avoir un peu de tassement par rapport de la zone du lit de semence. Le lit de semence pourrait être moins aéré qu'après un semis, que lorsqu'on sème immédiatement après la préparation du sol, tout dépendamment, bien entendu, du choix de la méthode de destruction qui a été choisie. Pour ce qui est du désherbage mécanique, maintenant, une fois la culture implantée, c'est possible, mais c'est risqué avant le stade 2 feuilles où le développement du pivot, le pivot est très, très fragile. S'il y a du déplacement à ce moment-là, si le sol est déplacé de façon latérale sur le rang, ça peut briser le pivot avec les conséquences que Mario nous a exposées précédemment. Donc, en prévention, il faut laisser une bande de sol non travaillée plus large près du rang. On peut passer à la diapo suivante. On va parler brièvement de fertilisation. Donc, la carotte, c'est une culture qui, en général, a des besoins faibles à modérés en azote, faibles en phosphore, puis assez élevés en potassium. Les besoins sont plus faibles si la culture suit une culture qui a, elle, bien été fertilisée, et le pivot va rejoindre les nutriments en profondeur. L'azote favorise le feuillage. Par contre, il n'y a pas de lien direct entre la quantité de feuillage et le rendement de la carotte. Par contre, une bonne qualité de feuillage est importante. On a besoin de pétioles solides pour la récolte mécanique parce que la récolte mécanique est réalisée par préhension du feuillage. Donc, il ne faut pas que le pétiole casse. Un beau feuillage est aussi important pour la mise en marché lorsque les carottes sont attachées en paquet. Et il faut faire attention parce que trop d'azote peut favoriser les maladies foliaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la récolte, il faut idéalement qu'elle ait lieu sur un sol qui est bien réessuyé et par temps sec. Si les racines sont trop turgescentes, trop gorgées d'eau lors de l'arrachage, il peut se produire des fissures dues au choc lors des opérations de récolte. Si le sol est trop mouillé, il va rester aussi beaucoup de terre collée aux racines. Donc, ça va favoriser les maladies lors de l'entreposage, puis aussi rendre le lavage plus difficile. Les récoltes trop tardives sont aussi à éviter. La carotte peut supporter des températures en bas de zéro, donc jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Par contre, au moment de la récolte comme telle, si le sol est gelé ou que la carotte elle-même est gelée, elle est extrêmement sensible aux dommages. Donc, au moment de la récolte, le sol et les carottes doivent être complètement dégelés. Diapo suivante. Maintenant, on va regarder ensemble un petit résumé là, des éléments clés pour la réussite de la culture. Bon, la préparation du sol est super importante de manière à avoir un sol meuble et bien aéré pour, premièrement, favoriser un enfoncement rapide du pivot dans le profil, puis aussi pour assurer un bon grossissement de la racine en largeur, finalement, sans entrave. On vise aussi à obtenir une levée rapide et uniforme, d'une part en utilisant des semences et en produisant un semis de qualité. Il faut aussi surveiller de près tous les facteurs environnementaux, notamment l'humidité, sur lequel on pourrait intervenir par l'irrigation, par exemple. Il faut viser un espacement régulier entre les semences. Il faut éviter aussi les excès d'eau à tous les stades de la culture. Un drainage de qualité est vraiment essentiel. Puis le billonnage peut souvent s'avérer payant.
Il faut retenir aussi que les 3 à 4 premières semaines à partir du semis déterminent en grande partie le potentiel de rendement. Donc, c'est vraiment une période critique auquel il faut être très vigilant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ça conclut notre présentation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. On va prendre le temps d'arrêter l'enregistrement, puis ensuite, je vais vous donner les indications pour la période de questions.